Bonjour, dans ce cours, nous allons nous intéresser à la construction européenne au XXe et XXIe siècle, comment cette construction s'est faite dans le temps, mais aussi quels sont les espaces concernés. Et dans un premier temps, eh bien, nous allons voir quels ont été ces moments d'Europe au XXe siècle. Alors, quelle représentation a-t-on de l'Europe en général? On pense d'abord à l'euro. On pense peut-être aussi à ce qui figure sur les passeports en haut, avant que soit écrit République française ou une autre république ou un autre État de l'Union européenne. C'est Union européenne, ce qui veut dire qu'il y a une citoyenneté européenne. On peut aussi penser au quotidien au fait qu'on traverse régulièrement la frontière allemande, par exemple, ou d'autres frontières européennes. Mais l'Europe, c'est aussi une zone de libre-échange. Voici les principales zones de libre-échange dans le monde et l'Union européenne représente 23% du PIB mondial. L'Europe, c'est aussi une union qui s'est construite contre les guerres. On voit ici sur cette caricature d'un journal allemand deux jeunes électeurs face à un mur de généraux. Et en dessous de ce mur de généraux figurent les noms des principales batailles qui ont déchiré l'Europe. Donc l'Europe, c'est aussi un idéal de paix, une union qui est basée donc sur la paix. Ainsi, on va donc se poser ces deux questions, comment s'est construite l'Europe, et puis quelles sont les motivations, les enjeux, les difficultés de la construction européenne, politiquement et économiquement. Alors, au XXe siècle, comment émerge cette idée? Eh bien, avant la Seconde Guerre mondiale, et puis exactement avant 1914, avant la Première Guerre mondiale, on a un peu, comme on le voit sur cette caricature de la fin du XIXe siècle, une Europe qui est plutôt déchirée, où des tensions sont palpables, comme puisqu'on voit ici donc chaque pays représenté sous la forme d'un personnage qui semble vouloir agresser le suivant ou l'ignorer. On voit la France par exemple en violet qui pousse du coup de l'Allemagne et cette Allemagne, cette Prusse à l'époque qui joue des genoux au centre pour écraser l'Autriche ou bien la France. On voit également la Turquie présente dans les Balkans, vers la Grèce au sud-est et essayer de pousser vers le haut. On a donc une série de tensions assez fortes en Europe. On a donc l'image d'une Europe au bord de la guerre. Et cette guerre va donc avoir lieu entre 14 et 18 et la fin va être l'armistice en 1918 qui marque donc la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, suite à cette Première Guerre mondiale, dans l'entre-deux-guerres, et face au désastre qu'a présenté cette Première Guerre mondiale, on voit ici une planche du dessinateur Tardy, où on voit donc des explosions, des corps déchirés, un ciel ensanglanté, qui rappelle donc eh bien l'horreur du champ de bataille de 14-18. Et donc face à ce désastre de la Première Guerre mondiale, certains hommes politiques, comme Aristide Briand, ici réagissent et il dit dans le petit journal du 22 septembre 1929, je pense qu'entre les peuples qui sont géographiquement groupés comme les peuples d'Europe, il doit exister une sorte de lien fédéral. Ces peuples doivent avoir à tout instant la possibilité d'entrer en contact, de discuter leurs intérêts, de prendre des résolutions communes, d'établir entre eux un lien de solidarité qui leur permette de faire face au moment voulu à des circonstances graves si elles venaient à naître. Donc ici Aristide Briand invite à un rapprochement entre les États, à ce que Victor Hugo avait évoqué sous le nom d'États-Unis d'Europe. Il insiste aussi, bien sûr, on vient de le lire à la quatrième ligne, sur l'idée d'un lien fédéral, c'est-à-dire que les États devraient abandonner une partie de leur souveraineté pour la transmettre à cette union d'États qu'il appelle donc de ses voeux. Alors plus concrètement, déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, on l'a peut-être déjà vu avec les 14 points du président Wilson, est créée donc la Société des Nations, qui a pour but donc de régler les conflits entre les différentes nations et d'éviter donc la guerre. Mais la montée des fascismes suite à la crise économique de 1929, qui a poussé beaucoup d'Européens au chômage, qui va amener à ce qu'ils soient même amenés à mendier, euh, eh bien, empêche la réalisation de cet idéal d'Union européenne.
Alors que se passe-t-il après la Seconde Guerre mondiale? Et vous le savez peut-être déjà également, l'Europe est à l'image du monde, coupée en deux. On voit ici donc en rouge ou rose dans ces tons le bloc donc de l'Est, le bloc soviétique, qui s'oppose donc en bleu foncé ou en bleu clair au monde libre, au bloc occidental appelé du monde libre. C'est donc une opposition idéologique entre principalement les deux superpuissances issues de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS. Donc le monde est divisé en deux blocs. Et l'Europe est au cœur de ces divisions et on voit cette caricature donc de nouveau d'un journal allemand, un ours russe prêt à débouler sur l'Europe et face à cette menace, eh bien un personnage dit enlever ces barrières inutiles et amenez-les vers l'avant. Nous devons ériger une barrière commune, donc une barrière contre le communisme. Voilà donc une invitation claire de nouveau à une Union européenne, mais dans la logique de la guerre froide cette fois-ci pour faire face au communisme et aux États communistes à l'Est. Donc il faut s'unir face à la menace communiste, et par rapport à ça, eh bien, les États-Unis ont une attitude bienveillante et vont soutenir l'Europe. On peut déjà bien sûr ici penser au soutien apporté à travers le plan Marshall. Alors, une fois qu'on a pensé à ce contexte, eh bien, il faut voir quelles sont les premières étapes de la construction européenne. La première, c'est la création de la CECA en 1951, donc une communauté européenne du charbon et de l'acier, voulue donc par un ministre des Affaires étrangères français Robert Schuman et un autre diplomate français également Paul Monnet. Ici, dans ce texte, Robert Schuman, eh bien, définit ce que doit être la CECA. Le but est donc de placer l'ensemble de la production allemande et de charbon, franco-allemand pardon, de charbon et d'acier sous une autre autorité commune. Voilà donc une idée d'Europe concrète, une réalisation concrète émise par Robert Schuman. Et parce que eh bien, cette Europe se fera dans des réalisations concrètes qui créeront une solidarité de fait. On peut repenser ici à ce que disait il y a quelques instants Aristide Briand, à ce qu'on vient de voir sur ce que disait Aristide Briand. Le but est donc de proposer une réalisation concrète, mais aussi, eh bien, on l'a vu à la fin du premier passage, donc placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune suppose donc une autorité supranationale qui viendrait donc supplanter l'autorité des États. Et cette supranationalité se fait eh bien, au cœur de cette CECA, sur fond de réconciliation franco-allemande. Alors, suite à la création de la CECA, eh bien, et dans le cadre de la guerre froide, les États-Unis veulent le réarmement de l'Allemagne. Alors pour cela, ils vont soutenir la création d'une communauté européenne de la défense en 1954, mais cette CED ne fait pas l'unanimité au sein des différents pays, et particulièrement pas en France, puisque d'un côté ici on voit les arguments donc des partisans de la CED qui pensent que cette communauté européenne de la défense éviterait les trois conflits meurtriers qui ont entraîné donc en plus deux guerres mondiales et les trois conflits meurtriers qui ont opposé la France à l'Allemagne. Mais d'autres parlementaires sont opposés à cette CED et ils voient dans le réarmement de l'Allemagne eh bien un ferment de conflit puisque est rappelé ici en moins de 3 siècles 3 invasions du militarisme allemand. Donc si on réarme l'Allemagne, forcément l'Allemagne va nous envahir à nouveau, va attaquer à nouveau. Donc les Français, tout comme le Parlement, sont divisés sur la question et finalement, eh bien, c'est le Parlement qui va avoir le dernier mot et qui va refuser donc cette CED. Ainsi, l'Europe va revenir à des projets plus économiques, moins politiques, moins tournés autour de la question militaire. Alors, quelles vont être les autres étapes de cette construction européenne? Eh bien, concrètement, ça va être la création de la CE, de la Communauté économique européenne, donc en 1954. Qui donc
on le voit ici, repose sur l'idée de libre-échange, hein, ce buvard donc qui a été distribué dans les établissements scolaires aux élèves donc lors de la création de la CE, ici donc un buvard français, où on rappelle que quels sont les principes de base de la CE, c'est-à-dire une libre circulation des marchandises, des personnes et la fin des barrières douanières. Donc voilà ce qu'est cette CE. Elle regroupe eh bien des pays d'Europe de l'Ouest, bien sûr, exclusivement, car rappelons-le, on est dans un contexte de guerre froide, et à l'Est, eh bien, une autre union économique est également créée, c'est la CAEM, donc qui unit les pays du bloc soviétique. Donc la CE se construit aussi dans cette logique de guerre froide. Elle regroupe principalement les pays d'Europe de l'Ouest pour donc créer ce marché commun, mais elle amène aussi à la création de la politique agricole commune qui est encore aujourd'hui en vigueur, donc une politique agricole européenne en aide aux agriculteurs européens, donc des subventions qui sont distribuées pour le développement de l'agriculture. Alors, la guerre froide va se terminer et on va passer à une intégration beaucoup plus forte des États, puisqu'on va passer d'une communauté à une union après 1989. Et dans un premier temps, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'élargissements, avant même d'ailleurs 1989, puisque l'Europe eh bien, est une zone de forte croissance économique et attire donc certains pays comme par exemple ici eh bien, la Grande-Bretagne, l'Irlande ou le Danemark qui vont adhérer à la communauté économique européenne en 1973. Puis avec la fin de la dictature en Grèce, c'est la Grèce qui va adhérer donc en 1981 et enfin en 1986 c'est l'Espagne et le Portugal qui rejoignent donc cette CE. On passe ainsi de 6 à 12 pays. Cet élargissement va se poursuivre, on vient de le dire avant, avec une date importante, c'est eh bien la chute du mur de Berlin en 1989. Hein. On voit ici des Allemands de l'Est et de l'Ouest regroupés sur ce mur dans la nuit du 9 au 10 novembre 89. Et cette chute du mur est bien sûr symbolique puisqu'elle entraîne la disparition eh bien, de cette frontière qu'on voit ici illuminée de 8000 ballons lors du 35e anniversaire de la chute du mur en 2014. Cette frontière donc disparaît et entraîne avec elle aussi la disparition des deux blocs et particulièrement du bloc communiste. On va donc pouvoir intégrer eh bien tous ces pays d'Europe de l'Est à l'Union européenne et cela va se faire à travers par exemple le traité de Maastricht et les accords de Schengen. Mais ce traité et ces accords ne sont pas signés par tous les pays européens et entraînent donc une Europe qui est finalement à la carte. Alors intéressons-nous d'abord à ce qu'est le traité de Maastricht, signé en 92. Il repose sur plusieurs piliers, hein, une collaboration dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la police et dans le domaine de la justice, mais aussi une intégration plus forte des pays avec des pouvoirs étendus dans la communauté européenne, donc des pouvoirs étendus du Parlement. Alors concrètement, on l'a déjà vu, ce traité de Maastricht débouche sur la création de la citoyenneté européenne, on en a parlé au début de ce cours, sur, donc on vient de le voir, une politique étrangère et de sécurité commune, sur une coopération en matière policière et judiciaire, mais aussi sur eh bien une intégration plus forte économiquement, puisque est créée, suite au traité de Maastricht, la Banque Centrale Européenne pour la mise en circulation de la monnaie unique, donc de l'euro. Donc voilà l'aspect politique, judiciaire, économique de ce traité de Maastricht. Mais entre en vigueur également quelques temps plus tard, eh bien les accords de Schengen en 1995 qui poursuivent la mise en place d'une libre circulation des personnes et une union douanière qui amène donc à ce que, pour les ressortissants des pays signataires des accords de Schengen, il y a on le voit ici à l'entrée d'un aéroport en Europe, une file spéciale puisque ils ne sont pas soumis au même contrôle que les autres nationalités. Il y a une libre circulation de ces personnes.
Mais on le voit ici, eh bien, comme tous les pays de l'Europe, de l'Union européenne n'adhèrent pas forcément à l'espace Schengen, on arrive à une Europe finalement un petit peu à la carte, où on voit certains pays qui font partie de l'espace Schengen, comme la Hongrie et la République tchèque, mais qui ne font pas partie de la zone euro, des pays qui font partie, généralement les pays qui font partie de la zone euro font partie également de l'espace Schengen de l'Union européenne, mais certains font aussi partie de l'Union européenne sans faire partie de l'espace Schengen ou de la zone euro, comme la Bulgarie et Chypre à gauche. Donc finalement, l'Europe, c'est l'idée d'une intégration plus forte des pays et des territoires dans l'Union européenne, mais certains membres peuvent choisir quel traité signer, et donc on arrive à une Europe à la carte. Reste des débats également sur le fonctionnement de l'Union européenne, et également de nombreuses inégalités demeurent au sein de cette Union européenne. Merci.